Bonsoir à tous ceux qui sont déjà connectés. Vous êtes déjà 55. Nous attendons donc un petit peu. Comme chaque semaine, nous avons des petits bonsoirs qui arrivent un peu partout, en France et ailleurs. Donc, merci de vos petits clins d'œil à tous. Bonsoir de la Guadeloupe, c'est bien, très bien. À 19h28, on va attendre, comme d'habitude, 3-4 minutes après 19h30 pour que chacun ait le temps de se connecter. Si Anna Noël ou Marie-Thérèse peuvent appeler Marie de la Chaumière pour lui dire qu'il faut qu'elle accepte d'être en panéliste. Tu peux l'appeler, Alain Noël, s'il te plaît. C'est marqué où? Ah oui, c'est ici. C'est marqué OK. Tu cliques sur OK. Ah non, c'est question-réponse que j'ai. C'est dans question-réponse? Ah non, mais là c'est bon. Jean-Robert, elle est là. Elle est là, mais elle n'a pas accepté. Ah là, voilà, c'est bon. Parfait. J'avais coupé ma vidéo, pardon. J'ai vu que nous avions un bonjour de Stockholm. Oui, bon. Entre autres. De Suisse également, des Landes, d'Arras, de Chartres, de Belgique, de Clermont-Ferrand, Douai, la Guadeloupe, Reims, Paris, etc. Merci à tous d'être ici ce soir. De Liège. Bon. Donc, nous pouvons déjà dire à ceux qui sont ici, mais nous le redirons, que pour poser les questions, lorsque vous poserez des questions, vous devrez utiliser l'onglet Q et R et uniquement et exclusivement l'onglet Q et R. L'onglet discussion, c'est voilà, pour se mettre des petits bonjours quand on arrive, mais les questions, c'est sur Q et R. On vous le redira pour le cas où vous auriez oublié. Londres, la Corse,
sommes très international. Il est 31, je propose qu'on a Oui. quelqu'un qui est connecté en Australie. Vous avez une adresse mail? Ah, j'entends Alain Noël, je pense qu'il y a quelqu'un qui a un problème de connexion. J'essaie de vous l'envoyer. Ok. Isabelle, donc, point Jacques, J-A-C-Q. D'accord. J'essaie. J'essaie tout de suite. On attend Alain Noël que tu aies envoyé cette adresse à cette adresse et puis on commencera derrière. Elle est où l'adresse? Sinon, tu peux peut-être mettre l'adresse par SMS à Jean-Robert qui s'en chargera, ça sera peut-être plus simple. Attends, je suis en train de... Ça, c'est Zoom réparation. Tu nous dis, Alain Noël, quand tu as réussi de manière à ce qu'on démarre, parce qu'il est 33, encore 2 minutes. Voilà, c'est parti pour moi. Voilà. Bon, bah, écoutez, je propose, si vous en êtes d'accord, il est 33, il y a peut-être bien encore quelques personnes qui vont se connecter en cours de route, parce que c'est un peu comme ça que ça se passe, mais on va peut-être commencer. Alain Noël, tu es d'accord? On commence? Marie, Nicolas, c'est bon, on y va? Ok, donc déjà, bonsoir à nouveau à tous. Nous sommes tout à fait ravis de vous retrouver pour cette troisième séquence des entretiens d'été. Et donc, cette semaine, nous accueillons deux intervenants exceptionnellement, donc Marie de la Chenelière et Nicolas Morel-Journel. Donc, je vais laisser à Alain Noël le soin d'abord de présenter les conférenciers. Ensuite, je vous présenterai les médiateurs et la conférence pourra démarrer. Alain Noël, à toi. Merci. Donc, bonsoir à tous. Heureux de vous retrouver pour cette troisième séance des entretiens d'été. Le thème choisi est, au fait, la transidentité. C'est dans le cadre général des entretiens d'été de cette année. Ça nous a semblé tout à fait normal de parler de ce thème. Alors, nous avons comme intervenant d'abord Marie de la Chenelière, que vous verrez à l'écran, que vous voyez à l'écran. J'ai connu Marie de la Chenelière il y a, on va dire, quelques années, à Lille, très précisément. Elle est psychopraticienne, j'ai ma langue à fourcher, et elle est intervenante dans les problèmes de transidentité. Elle était chercheuse associée au CCOMS de Lille. Ne demandez pas ce que c'est dans le cadre d'un DIU universitaire. Elle est dans le cadre des relations d'aide et de soutien auprès des personnes transidentitaires. Elle a travaillé à la maison de santé de Moulins, qui est un quartier de Lille très particulier, et elle a travaillé également à la révision de la CIM 11, qui est une révision très médicalisée. Voilà, donc Marie de la Chenelière se présentera lors de la première intervention qu'elle fera, de manière plus détaillée, mais je la remercie très sincèrement d'avoir accepté de parler en son nom propre lors de ces entretiens d'été. Notre deuxième intervenant, très paradoxalement, nous en avons deux, et chirurgien, c'est donc le docteur Nicolas Morel-Journel, que vous voyez aussi à l'écran, qui est chirurgien des hôpitaux de Lyon et qui a été chef de clinique dans le service d'Albert le Riche à une époque
où Albert le Riche, à Lyon, avait créé un groupe de recherche, d'études et de traitement des troubles de l'identité sexuelle. Et progressivement, Nicolas Morel-Journel, qui est urologue dans le cadre d'une spécialité générale, s'est spécialisé dans la recherche des malformations de l'appareil génito-urinaire, et en particulier, mais pas seulement, dans le problème de la chirurgie de la transidentité, de la transition, comme on l'appelle. Il s'est formé auprès du professeur Pierre Brassard au Canada, et il a développé une spécialité qui jusqu'alors était plutôt réservée aux écoles thaïlandaises, et il est devenu internationalement connu sur ce problème-là. Et il était tout à fait qualifié pour nous parler, non pas seulement de technique médicale, car ce soir, vous comprenez bien qu'il ne s'agit pas de faire un exposé sur la technique chirurgicale de ce genre de chirurgie, qui est très longue et assez difficile, mais bien d'aborder les problèmes de relations, de psychologie, et les problèmes éthiques que pose cette chirurgie, et surtout les problèmes de relations entre le chirurgien et son malade qu'il faut accompagner. Marie de la Chenelière nous avait dit, et je l'avais repris dans le flyer, qu'il s'agissait au fond, comme pour un accouchement, d'accoucher d'une nouvelle identité, et je pense que c'est bien de ça dont il s'agit. Voilà ce que je voulais vous dire sur nos deux intervenants. Je repasse la parole à Marie-Thérèse. Merci Alain Noël. Je rectifie juste, je ne crois pas qu'on puisse dire qu'il s'agit de son malade, mais plutôt de son patient. Exact. Alors, nos deux animateurs ce soir, une animatrice et un animateur, médiateur, sont donc d'une part Martine Limbach, que certains connaissent déjà, puisqu'elle était déjà intervenue dans le cadre des entretiens de l'année dernière. Donc, Martine est juriste internationale spécialisée dans les financements des projets internationaux et notamment des projets spatiaux. Et oui, il y a des problèmes juridiques avec tout ce qui part dans le ciel. Elle est fondatrice des concepts de management des fonctions juridiques et de gestion des risques juridiques. Elle a eu et elle a toujours des engagements militants, qu'ils soient politiques, syndicaux ou féministes. Et elle est donc membre de la Grande Loge féminine de France depuis, je crois, un certain nombre d'années, 1979, si je ne m'abuse. Donc, elle est déjà une maçonne confirmée. Et nous avons donc un deuxième animateur qui est Christian Lallemand. Donc, Christian, lui, est avocat en droit des affaires. Il a un cabinet à Lyon et un cabinet à Bourg-en-Bresse. Et il est membre de la Grande Loge nationale française depuis 25 ans. Donc, lui aussi, un maçon qui a de l'expérience. Et il faut savoir que cette année, il est président du Salon du livre, les rencontres culturelles maçonniques de Lyon. Voilà. On fait un peu succinct dans les présentations pour gagner un petit peu de temps, mais je ne doute pas que nos animateurs vont être tout ouïs par rapport à l'exposé qu'ils vont entendre et sauront reprendre vos questions pour les leur poser. Donc, je vous rappelle, et je rappelle, on vous le redira, vous utilisez pour poser vos questions uniquement l'onglet Q et R. Voilà, donc Marie, Nicolas, nous vous donnons la parole. À vous. Ok, bonsoir à tous et à toutes. Je suis Marie de la Chenelière et je suis une personne trans. J'ai été pendant longtemps à la GLDF et j'ai dû en partir justement parce que j'ai changé d'identité. Mais je n'en parlerai pas ce soir, sauf pour répondre à vos questions, parce que ce n'est pas l'objet de notre propos. L'objet de notre propos, c'est de faire un échange croisé avec Nicolas sur ce que c'est que la transition, vue du point de vue d'un professionnel, d'un chirurgien, et vue du côté d'une patiente, parce que ce soir, je me définirai comme ça. Donc, je vais passer la parole à Nicolas pour qu'il se présente. Bonsoir à tous. Tout d'abord, un grand merci à l'ensemble d'entre vous de nous avoir donné la possibilité de parler d'un sujet qui est très complexe et qui est assez au centre de préoccupations sociétales aujourd'hui. Et je pense que c'était important de pouvoir en discuter et encore plus important d'avoir Marie de la Chenelière pour témoigner en son nom propre et par son expérience de ce qu'elle a pu vivre
Et je crois que parfois, ça fait beaucoup mieux que beaucoup de longs discours scientifiques d'avoir la parole des personnes concernées. Et c'est une chose qui me paraît importante. Donc, on va vous faire un petit exposé et un petit échange avec Marie, avec un premier temps où Marie va vous parler un petit peu, donc plus généralement, de son parcours à elle. Et à chaque mois, je rebondirai, moi, sur ce qu'elle a pu dire en essayant de généraliser un petit peu plus sur son parcours à elle. Donc, avant de commencer cette histoire personnelle d'un parcours de transition, je pensais important peut-être de rappeler 2 ou 3 définitions qui me paraissent importantes, puisque quelque part, c'est pas forcément inné pour tout le monde de savoir ce qu'est la transidentité, ce qu'est la question du genre. Alors, on se dit, bah, pour trouver les bonnes définitions, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller dans le dictionnaire. Donc, je suis allé dans le petit Robert et puis j'ai regardé, par exemple, pour le genre masculin, le genre féminin. Et quand on regarde à masculin, c'est qu'on trouve qui a les caractères de l'homme. Alors, ça ne nous avance pas beaucoup. J'ai creusé un petit peu et finalement, en creusant un petit peu, on s'aperçoit que c'est les critères masculins ayant atteint une certaine maturité physique et morale, présence d'un chromosome Y et des caractères sexuels secondaires. On précise un petit peu ce qu'il y a dans ce caractère masculin. Sur le féminin, on a un petit peu la même chose, mais de l'autre côté, c'est une femme qui a atteint une certaine maturité physique et morale avec une présence de chromosome XX et les caractères sexuels secondaires. Donc ça nous définit un petit peu ce qu'est le masculin et le féminin avec le mot ce qu'est une femme et ce qu'est un homme, mais quelque part, ça ne nous dit pas très bien ce que c'est le genre réellement. Et en fait, le genre, je vous fais la définition qui est un petit peu lourde à digérer, mais qui peut-être est quand même indispensable, c'est par le terme de rôle de genre, nous voulons dire tout ce qu'une personne dit ou fait pour rendre public ce qu'elle a soit le statut d'homme ou de femme. Le terme inclut la sexualité et l'érotisme, mais pas uniquement du tout. Et quelque part, plus globalement, c'est essentiellement ce qui n'est pas établi dès la naissance, mais c'est ce qui est construit en accumulant rencontres et échanges. C'est un apprentissage occasionnel qui va se faire au fil de l'eau, un petit peu comme on apprend une langue maternelle. Donc le genre, quelque part, c'est quelque chose, quand l'enfant naît, il ne sait pas de quel genre il est, mais petit à petit, par ses contacts et ses interactions avec l'autre, il va avoir son genre qui va se définir, il va savoir qu'il est du genre masculin ou féminin. Ça, c'était pour le genre. Alors après, on va simplement parler de 2 autres définitions qui me paraissaient importantes, qu'il faut bien différencier la question du genre, qui touche donc la perception qu'on a sur le plan intellectuel de je me sens homme, je me sens femme, c'est quelque chose d'intellectuel, on pense son genre, avec ce qui est de l'ordre du cœur. Donc le cœur va finalement définir l'orientation sexuelle, vers qui je suis attiré, quelle est mon attirance sexuelle. Ça, c'est ce qu'on appelle l'orientation sexuelle et c'est ce qui va définir l'homosexualité, la bisexualité, l'hétérosexualité. D'accord? Donc ça, c'est plutôt le domaine de l'orientation sexuelle. D'accord? Ce qui est différent de la question du genre, encore une fois. Hein. Et puis, dernièrement, peut-être la dernière définition qui était donc celle pour laquelle on se voit ce soir, qui est la question de la transidentité. En fait, la transidentité, c'est le fait, pour une personne transgenre, d'avoir une identité de genre, donc son identité qu'elle ressent, qui n'est pas la même que celle qu'on lui a donnée à la naissance. Donc, je propose déjà de faire un petit peu avec Marie une histoire de son parcours, une histoire de cette question de la transidentité grâce à son parcours. Donc, on va vous parler en peut-être 4 petits chapitres. Un premier chapitre qui va parler du coming in. Le coming in, c'est comment une personne, un jour, se rend compte qu'elle n'est pas dans le genre qu'on lui a assigné. Un petit garçon, une petite fille, ou plus âgé, à un âge plus âgé, une personne va se dire, mais voilà, on me considère comme un homme, mais moi, dans ma tête, je me sens femme. Donc, cette question du coming in, c'est le moment où la personne va se dire, ben, voilà, je ne suis pas dans le bon corps, il va falloir faire quelque chose parce que ce n'est pas le genre que je ressens. Ça, c'est le coming in. Et puis, il y a le coming out. Le coming out, c'est qu'est-ce qui se passe quand je vais l'annoncer aux autres. C'est l'annonce à tout le monde de ce parcours personnel et comment c'est reçu, comment on fait pour l'annoncer. Et puis ensuite, il y aura la question de l'accompagnement médical, s'il y en a un, l'accompagnement avec à la fois les hormones, la question psychologique éventuellement et la question chirurgicale. Et puis enfin, on parlera des petits aspects juridiques très rapidement, mais pour donner une petite idée de ce à quoi ça peut aboutir. Donc Marie, je te pose la question, finalement, comment s'est passé ton coming in? Comment, pour toi, tu as ressenti cela et comment tu as pu
faire émerger cette question de ton identité à toi? Eh bien, aussi bizarre que ça puisse vous paraître, c'est dans les yeux des autres que j'en ai pris conscience. Si vous demandez à des personnes qui ne sont pas trans, quand est-ce qu'elles ont pris conscience de leur genre, en fait, elles vont dire, mais j'ai beaucoup de mal à dater ça. Et en fait, très souvent, elles vont dire, ben, c'est presque à l'adolescence, que là, quand j'ai senti que la sexualité se mettait en place. Pour moi, ça a été très jeune, parce qu'un jour, je me suis marié avec une petite fille, mais le problème, c'est que c'était moi la mariée et elle le marié. Et en fait, dans la réprobation de l'institutrice, c'est là où j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui clochait. Et pour beaucoup de personnes trans, elles prennent conscience assez brutalement par des souvenirs qu'elles peuvent des fois dater, mais c'est un peu déconnecté de tout le reste, elles ont fait des choses qui tout d'un coup ont paru incongrues aux autres et on leur a fait remarquer que ça ne se faisait pas. Et là, elles se sont dit, mais il y a une différence ou il y a quelque chose. Alors, elles n'ont pas toujours les mots pour pouvoir le dire à cet âge-là. Et c'est comme ça qu'elles en prennent conscience. Et c'est comme ça que j'en ai pris conscience. C'est dans les yeux des autres. Donc là, on voit avec le cas de Marie que ça a été finalement très tôt elle a fait ce coming in, qu'elle s'est rendue compte que son genre n'était pas adapté à celui qu'on lui avait donné à la naissance, ne lui était pas adapté. Quelque part, pour peut-être faire un ping-pong avec un autre cas que je connais très bien, une bonne amie qui m'a raconté son coming in. Elle, ça s'est passé un petit peu différemment. Elle a eu son coming in plus tardivement. Elle avait quelque chose qui n'allait pas et elle avait cette idée-là qui lui revenait sans arrêt en tête et elle se disait: «Cette idée-là est une idée folle. Je suis un homme, je vis en homme et cette idée que je suis une femme, quelque part, ne convient pas». Et alors, elle a fait un parcours extrêmement long où elle a été voir tout un nombre de médecins, de psychanalystes, elle a été faire des retraites en monastère et cetera pour se convaincre, pour essayer de se dire: «Mais non, ce que je suis en train de faire là, heu, ce n'est pas, normal, c'est pas quelque chose, qui a un réel sens». Donc elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait, elle a fait tout ce parcours et à la fin, après, plusieurs années de thérapie et autres, elle s'est rendue compte qu'elle n'avait pas d'autre choix que de commencer un parcours de transition parce qu'elle était en souffrance en restant dans son genre et elle a dû faire ce parcours-là. Donc simplement pour dire qu'il y a plusieurs façons de faire un coming in qui peut se faire plus jeune, qui peut se faire plus tardivement ou qui a pu être fait très jeune mais qui a vite été mis sous le boisseau devant une pression sociétale qui fait que ces personnes trans vont finalement se conformer à la norme sociale, vont vivre dans le genre qui leur a été assigné et puis cette vie dans ce genre-là les fait souffrir et les amène finalement à aller vers un jour une transition. Nicolas, je voudrais appuyer un peu le clou là-dessus. Entre le moment où on a la première perception, où on est différent, différente, et le moment où on va prendre la décision, il y a tout un processus qui est très long. Mais très souvent, pour ne pas, comment, pas perdre, pas risquer de perdre l'amour de ses parents, pour ne pas risquer d'aller vers des reproches, puisque de toute façon, quand on nous a fait remarquer que on n'avait pas des conduites adaptées, ben on s'était dit c'est mal. Eh bien, évidemment, on va essayer de se normaliser. Ça a été également mon cas et ça l'a été pendant de longues années. Et j'ai fait ma transition assez tardivement parce qu'à mon époque, c'était quelque chose d'impensable et même d'inconcevable. Mais ça a été très long, ça a été un long cheminement et dans lequel j'ai essayé de dire: «Mon Dieu, si c'est possible, il faut que je me normalise, quoi». Mais j'ai tout raté, c'est toujours revenu et sous une forme ou sous une autre. Mais à chaque fois, il y avait une poussée transidentitaire sous une forme, qui pouvait être sentimentale, qui pouvait être de conduite ou autre et que je ne comprenais pas et à la fin que j'essayais de dénier, mais il a bien fallu se rendre à l'évidence. Donc ça, je trouve que c'est très intéressant ce que tu dis, Marie, c'est bien la question du temps, parce que parfois les gens ont l'impression, se disent, c'est des phénomènes de mode, il a vu quelqu'un qui était une personne trans et hop, il s'est dit, je vais faire pareil, etc. Mais on voit très bien qu'en fait, c'est des questionnements qui sont longs, des cheminements qui sont extrêmement longs et que les gens font pas ça dans l'urgence et dans la minute. C'est quelque chose qui est longuement mûri et même contre lequel, très souvent, les personnes trans vont lutter pendant un moment, comme tu l'as fait toi-même, Marie. Quand tu as pu faire ce coming in, quand toi tu t'es dit finalement je ne peux pas faire autrement que de changer mon assignation parce que je ne me sens pas dans ce corps
d'homme qu'on m'a donné et qui m'a été assigné à la naissance. Cette identité masculine ne me convient pas. Comment s'est passé ton coming out finalement? Comment tu as pu révéler ça à l'extérieur? Ça va montrer aussi un peu à tout le monde comment ça peut être perçu en société et quelles peuvent être les difficultés que rencontrent les personnes trans. Je, je savais personnellement que c'était extrêmement difficile et que j'allais me heurter à de nombreux problèmes. La plupart des personnes trans, d'ailleurs, comme les personnes gays, se disent si les autres me connaissaient réellement, eh bien, ils se détourneraient de moi. Donc, ça a été vraiment effectivement un très long cheminement. Mais arrivé à la fin de ma carrière professionnelle, je me suis dit, je vais l'annoncer à mon dernier conseil d'administration. C'est ce que j'ai fait. Et on m'a dit, je me souviens qu'un élu m'a dit, mais monsieur le directeur, qu'est-ce que vous allez faire de votre retraite? Et j'ai dit, je vais militer dans des associations LGBT. Et qu'est-ce que c'est? Et j'ai répondu, des associations de lesbiennes, de gays, de bisexuels et de transsexuels. Et j'appartiens à la lettre T. Les syndicats ont demandé une suspension de séance. Et dans les 10 minutes qui ont suivi, mes 13 établissements savaient tous que j'étais une personne trans. Après, j'ai fait mon préavis dans un silence quasi religieux, parce que dès que j'arrivais dans un couloir, tout le monde foutait le camp dans son bureau. Et c'est comme ça que ça s'est terminé. Donc, j'en ai déduit qu'en fait, j'avais eu bien raison de ne pas dire pendant ma carrière que j'étais une personne trans. Ça, le parcours de Marie est assez symptomatique. C'est quelque chose qu'on rencontre assez souvent chez les personnes trans, c'est-à-dire la difficulté de faire son coming out, sa révélation à l'extérieur, comment révéler son passage, sa volonté de transition à tout le monde, sans faire exploser tout son entourage, que ce soit sa famille, que ce soit au sein du travail, que ce soit ses amis. Alors, on peut peut-être voir un peu deux cas différents. Je dirais qu'aujourd'hui, chez les jeunes, ça semble beaucoup plus facile. Je trouve que les familles sont beaucoup plus accompagnantes aujourd'hui. On a beaucoup de familles qui accompagnent leurs enfants ou de jeunes adultes, hein. Quand je dis enfants, ce sont des gens souvent qui ont 20 ans, 25 ans, mais qui sont accompagnés par leurs parents et qui montrent un soutien familial. Alors, je ne dis pas que ça a toujours été facile. Très souvent, de façon un peu caricaturale, on va dire que la maman comprend plus vite quelque part qu'il y a une question de genre qui est vitale pour son enfant, même s'il est adulte, hein, mais qui va l'accompagner plus facilement. Et le papa qui a parfois un peu plus du mal avec cette question d'avoir un fils qui va devenir une fille ou une fille qui va devenir un garçon. Et quelque part, il y a une lutte un petit peu contre ça, mais très rapidement aujourd'hui, en tous les cas, pour les jeunes, je dirais qu'il y a un entourage qui se fait, qui est plutôt accompagnant. Pas toujours, bien évidemment, il y a des cas où c'est dramatique, où il y a l'exclusion du jeune qui va être mis à la porte, qui se retrouve sans logement, sans rien. Mais de plus en plus, on a un accompagnement qui est correct. Et puis, les personnes un petit peu plus âgées, pour qui c'est plus compliqué parce qu'ils se sont insérés dans la société. Parfois, ils sont mariés pour se conformer à ce qu'on attendait d'eux. Et là, ça va être plus difficile pour eux de faire cette transition parce qu'ils vont devoir rompre avec ça. Les gens, il va falloir faire une rupture à la fois professionnelle, familiale, qui peut être beaucoup plus lourde, avec beaucoup d'autres questions qui se passent. Comment on va gérer avec les enfants, comment on va faire avec le travail, les collègues de travail, etc. Donc, vraiment plusieurs types de coming out qui peuvent être très faciles ou très difficiles. Et je crois que ça montre aussi quelque part la ténacité et le grand courage des personnes trans, parce que très souvent, en tous les cas, quand moi j'ai commencé dans les années 2000, je me rendais compte que c'était très difficile et qu'il fallait quand même vraiment un grand courage pour faire ces transitions, parce que clairement, il y avait une pression sociale qui était majeure et un rejet qui était très fort, avec des gens qui perdaient leur emploi, qui perdaient l'accompagnement familial, qui perdaient une partie de leurs amis et des gens qui se retrouvaient très isolés. Et cet isolement entraînait beaucoup de souffrances psychiques et autres. Marie, après, une fois que tu as pu faire ce coming out, quelque part, est-ce que tu as commencé tout de suite la demande d'un accompagnement médical ou tu as attendu un peu? Comment ça s'est passé, cet accompagnement médical? Comment tu as pu le gérer? Dans mon cas, j'avais beaucoup réfléchi. Donc, je voulais commencer très classiquement par les hormones et c'est ce que j'ai fait. Et là sont arrivés de nouveaux problèmes. Les problèmes sont arrivés avec mon entourage. Euh, j'ai 3 enfants d'un premier mariage et j'en ai 2, ça a mené à une rupture et il y en a eu un qui, après 1 an de relation en pointillé, a repris. Donc, ça a été quelque chose qui a été douloureux.
Et puis, ça a été très dur aussi avec ma compagne parce qu'au départ, elle m'a dit, mais tu veux devenir un handicapé physique? Euh, et je me disais, bon, c'est pas gagné. Puis petit à petit, ma poitrine a commencé à développer. Elle m'a appelé son sumo mamelu. Et puis, on a avancé, on a continué à parler. Et c'était très difficile parce que tout ce qui me faisait du bien lui faisait du mal. C'est-à-dire qu'elle ne voulait pas perdre son bel homme. Et moi, d'un autre côté, je voulais devenir moi-même, c'est-à-dire je voulais aller vers cette personne féminine que je sentais en moi. Donc, on a beaucoup pleuré, et petit à petit, les choses se sont calmées et apaisées. Je crois que c'est quand elle a vu que ce n'était pas du pipeau et que ce n'était pas contre elle, mais que c'était vraiment parce que c'était là où se trouvait ma vérité. Et à partir de là, elle m'a appelé, avant que je sois opéré, sa mari du haut et son mari du bas. Voilà. Là, Très, j'arrête juste au moment de l'opération. très beau. Donc, pour faire un petit rappel, peut-être là, mettre un tout petit peu, entre guillemets, de science, hein, mais classiquement, un parcours de transition, là, on va parler du parcours complet, c'est-à-dire de quelqu'un qui veut faire un changement complet et aller de son assignation d'homme vers ce qu'il ressent être, c'est-à-dire vers une réassignation, on pourrait devenir une femme, et à ce moment-là, qui va avoir une demande de soins médicaux pour à la fois changer son statut hormonal et changer physiquement son corps pour pouvoir devenir une femme. Donc, classiquement, sur le plan de la prise en charge et de l'accompagnement médical, on a une proposition d'accompagnement sur le plan psychologique si la personne est en souffrance, parce que le fait de faire cette transition, ça soumet les gens à des discriminations, à des difficultés de coming out, comme on l'a vu tout à l'heure, et tout ça génère de la souffrance. Donc, souvent, on propose un accompagnement psy pour que les gens puissent être accompagnés. On va proposer un accompagnement endocrinologique et chirurgical, et donc on va avoir des entretiens avec la personne trans, et au bout de 6 mois de permanence de cette demande, on va pouvoir débuter les hormones. Et donc, on va débuter les hormones qui, en général, vont être de deux types, hein. Quand une femme veut devenir un homme, on va lui donner de la testostérone et ça va suffire à bloquer les œstrogènes et à masculiniser son corps. Et quand un homme veut devenir une femme, sur le plan des hormones, on va bloquer l'action de la testostérone avec un bloqueur de la testostérone et on va donner des œstrogènes pour que le corps se féminise. Donc c'est ce que Marie a eu durant son parcours. Et donc cette prise en charge hormonale va amener, c'est pas uniquement le fait d'avoir les mêmes hormones qu'une femme, mais ça va entraîner des changements physiques, ces hormones, et puis aussi psychiques. Très souvent, ça amène un apaisement. Ça peut amener quelque chose qui va être de l'ordre l'ordre du psychique, qui est quand même un bien-être. Et donc, ces éléments-là sont très demandés par les personnes trans, et souvent, ça fait déjà un apaisement, une première étape qui permet à la personne d'aller beaucoup mieux dans sa vie de tous les jours. Ensuite, Marie, est-ce que tu as été un peu plus loin que la prise d'hormones ou comment s'est passé ton parcours? Oui, mais je voudrais déjà rebondir sur la question de l'accompagnement. J'ai effectivement été voir un psychiatre, pas dans le cadre du parcours officiel, mais j'ai été également voir un psychiatre. Et en fait, c'est pas du tout pour savoir qui j'étais. Je savais à mon âge ce que j'étais, mais la peur de voir l'éloignement de mes enfants, la peur de perdre une femme que j'aime profondément, a été un endroit où j'ai eu besoin de soutien. Donc, vous voyez, je n'ai pas été voir parce que je me sentais malade de mon identité de genre. C'est pas ça. C'est pas à cause des bouleversements qu'il fallait gérer. Et non seulement c'est dur de devenir soi-même, mais en plus de ça, tout d'un coup, il faut prendre conscience que son entourage, que l'entourage a besoin en fait pour qu'on arrive à gérer les difficultés, qu'on a besoin de cet accompagnement. Voilà, c'est ça ce que je voulais dire. Donc, aussi bizarre que ça puisse paraître, l'accompagnement ne s'est pas situé là où on aurait pu le penser. La deuxième chose, comment j'en suis venu à l'idée de l'opération, c'est parce que dans le long terme, de prendre des hormones, au bout d'un moment, il se passe quelque chose. J'ai eu un rebond de testostérone. Et ce rebond de testostérone a amené ce qu'on appelle une orchidectomie. C'est le mot à la mode pour parler de castration. Et puis ensuite,
le soleil est taquin. Et puis ensuite, comme on ne peut pas rester longtemps indéfiniment, disons, avec une orchidectomie, parce que le chirurgien m'avait prévenu que il peut y avoir une rétractation des bourses. Excusez-moi ces questions techniques, Nicolas ne sera plus calé que moi pour en parler. Il m'avait dit qu'il ne faut pas trop tarder pour faire une vaginoplastie après. Et j'ai donc décidé de faire une vaginoplastie. Comme je ne voulais pas rentrer dans le parcours français qui, à l'époque, était assez psychiatrisé, que j'avais déjà 6 évaluations psychiatriques, et je ne voulais pas faire 2 ans de suivi en plus, je suis allé me faire opérer donc, chez son copain Pierre Brassard à Montréal. Voilà. Donc, ce que dit Marie est quelque chose qui s'est passé assez fréquemment, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu pendant une époque un parcours qui était assez lourd, qui était imposé avec beaucoup de psychiatrisation du parcours, qui n'était pas toujours très bien vécu par les personnes trans, qui, elles, étaient tout à fait d'accord pour voir un psy quand elles n'allaient pas bien, mais voir quelqu'un, un psy, quand tout allait bien, leur paraissait pas nécessaire et entraînait de la souffrance, générait parfois un besoin de justification permanent qui n'a pas toujours été très bien vécu. Donc ça, comme Marie l'a très bien expliqué, ça a occasionné aussi pas mal de personnes qui sont allées se faire opérer au Canada, en Thaïlande, etc. C'est peut-être pour ça que vous avez déjà entendu la question de la Thaïlande, la chirurgie des personnes trans en Thaïlande. Alors plus globalement sur l'accompagnement chirurgical, une fois que les gens ont eu des hormones pendant environ 1 an, on peut proposer à ces personnes un changement chirurgical. Et à ce moment-là, ça va consister, pour une femme qui veut devenir un homme, en général à l'ablation de la poitrine, hein, donc ce qu'on appelle une mastectomie, et puis à une ablation de l'utérus du vagin le plus souvent, et à la recréation d'un sexe masculin à partir de peau que l'on prend soit sur le bras, la cuisse, le ventre, différents lambeaux de peau, comme on le fait en chirurgie plastique pour faire de la reconstruction, après par exemple un cancer mammaire ou autre. Donc on va prendre de la peau et on va la tubuliser, en faire un tube pour faire une verge par exemple. Donc ces chirurgies paraissent comme ça très simples quand c'est dit en 2 minutes. On peut se dire bah, c'est très facile, c'est un peu le coup de baguette magique. En fait, ce sont des chirurgies complexes qui amènent beaucoup de difficultés derrière et des soins sur du long terme. Et c'est pour ça que les gens qui font ces démarches, on les prévient bien, on essaie de bien les informer pour être sûr qu'ils aient bien compris vers quoi ils s'engageaient. Et puis, il y a dans l'autre sens, pour un homme qui va faire sa transition vers un corps de femme, à ce moment-là, la chirurgie va consister essentiellement en 3 types de chirurgie. Parfois, une féminisation du visage. On va modifier des éléments du visage. Ça peut être ce qu'on appelle les bosses frontales, modifier un petit peu le nez, le menton, l'angle temporomandibulaire, différents éléments du visage qui sont des éléments plutôt masculinisants. Même si en fait, il n'y a pas de caractère absolu. J'ai souvenir, par exemple, dans un congrès au Canada, justement, où j'étais allé, il y avait le congressiste qui avait montré une photo juste d'un menton. Et pour montrer la subjectivité de nos critères du féminin ou du masculin sur le visage, il nous avait dit à qui pensez-vous quand vous voyez ce menton? Est-ce que c'est un homme ou est-ce que c'est une femme? Tout le monde a dit c'est un homme. Et puis il a agrandi l'image et c'était Jennifer Aniston, qui est une actrice américaine assez connue, et tout le monde s'était trompé, hein. Et il a fait la même chose dans l'autre sens, et c'était Leonardo DiCaprio que tout le monde a pris pour une femme. Simplement pour dire que finalement, ces chirurgies de féminisation du visage, elles sont parfois pas forcément nécessaires, et ce qu'on peut prendre pour très féminin, en fait, c'est un ensemble de choses qui fait qu'on va voir un visage féminin ou masculin devant soi, mais il n'y a pas un critère qui va définir la masculinité ou la féminité dans le visage. En dehors de ces chirurgies du visage, les gens vont parfois demander des chirurgies au niveau des seins avec la pose de prothèse mammaire lorsque les hormones n'ont pas suffisamment fait grossir la poitrine. Et enfin, la création d'un vagin à partir des organes génitaux masculins. Et on va créer un espace entre le rectum et la prostate pour venir glisser de la peau et créer un organe qui soit à la fois fonctionnel et esthétiquement ressemblant avec une vulve féminine. Donc, toutes ces chirurgies sont des chirurgies qui sont assez lourdes, mais aujourd'hui, qui ont bien progressé et qui permettent aux personnes d'avoir une sexualité et d'avoir une identification qui est vraiment importante pour elles. Alors, sachant qu'il y a bien évidemment beaucoup de complications, comme je vous l'ai dit, et pas mal. Et ça reste une chirurgie assez lourde, mais c'est important et on s'est aperçu que le fait d'avoir quelque chose de fonctionnel était important pour que les gens puissent s'épanouir. Marie, peut-être dernière petite étape avant de pouvoir élargir un petit peu le débat.
Est-ce que tu pourrais nous dire comment, sur le plan juridique, tu as pu changer ton identité? Comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que ça a été quelque chose de compliqué? Et comment tu as pu faire pour faire ce changement? Oui, parce que je l'ai fait avant la loi justice pour le XXe siècle, pour le XXIe siècle. Et donc, il a fallu que j'attaque l'État dans un premier temps. C'était comme si fallait l'attaquer comme s'il avait commis une erreur, quoi, qu'il fallait réparer. Et donc, il a fallu que je prouve que j'avais toujours voulu être une femme, que je vivais comme une femme, et ainsi de suite. Et c'est très difficile quand vous avez été pendant toute une vie quasiment dans l'impossibilité de le faire. D'une part, parce que vous vous reprochiez vos sentiments ou ce trouble et que vous avez essayé de vivre normalement, entre guillemets. Et deuxièmement, vous trouvez ça très injuste parce que en fait, ça se retourne contre vous. Vous avez été finalement empêché, on vous a empêché de vivre comme vous vous sentiez. Et il y a énormément d'enfants de ma génération qui n'ont pas pu exprimer leur transidentité, ce que je trouve vraiment dégueulasse que maintenant on dise, bah, vous voyez, c'est des épidémies, alors qu'en fait, à notre époque, c'était vraiment impossible d'arriver à dire qu'on était trans. Et quand vous arrivez au moment pour le tribunal, on dit, mais vous n'avez pas vécu du tout comme une personne qui est trans, alors comment voulez-vous qu'on vous croie? Et c'est ce qui s'est passé. Donc, il a fallu tout prouver. Il n'a pas fallu prouver donc, que j'étais arrivé à un point où c'était plus, comment ça s'appelle, on m'a demandé pourquoi je n'avais pas eu de féminisation du visage. Donc, il a fallu que je prouve que j'avais été soigné pour un cancer de la gorge et donc que mon visage avait été rayonné et que le médecin fasse un certificat comme quoi je n'aurais pas cicatrisé. Il a fallu que je donne des certificats psychiatriques. Alors, ces certificats psychiatriques ont été dressés comme ça se doit, c'est-à-dire dans l'intérêt du patient. Ça a été remis en cause par le procureur. Donc, il a fallu prouver que le Code de la santé publique dit bien que c'est comme ça que ça se fait, qu'il n'y a pas besoin de donner le détail du dossier médical du patient. Et puis, sur quoi on m'a embêté ah oui, si c'était suffisamment avancé pour être irréversible. Alors à l'époque, c'était très faux cul, c'est-à-dire on nous demandait tout ça pour être sûr, en fait, essayer d'avoir la certitude qu'on était devenu stérile. Quand j'ai compris ça, alors j'ai envoyé un certificat d'azoospermie puisque j'avais fait une vasectomie quand j'étais plus jeune, après mes 3 enfants. Donc ça a été comme ça et le procès a été véritablement une boucherie. La procureure de la République a continué à sonner la charge et quand j'ai produit, quand on a lu la pièce concernant pourquoi je ne pouvais pas avoir de féminisation du visage, elle a dit mais vous en auriez eu bien besoin avec les traits masculins de votre visage. J'ai explosé en larmes et c'est mon avocate qui m'a pris dans ses bras. Donc il y a eu un moment spécial au tribunal. Et à partir de là, en fait, ça a été gagné parce que la juge m'a appelé madame jusqu'à la fin et, euh, et ça s'est terminé comme ça et le jugement a été effectivement en ma faveur. Mais c'est vraiment été, je ne peux pas vous dire, j'en ai vraiment une horreur. Je me suis dit, c'est vraiment pas juste d'humilier les gens à ce point-là. Merci Marie pour ce témoignage. Effectivement, c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu jusqu'à récemment, puisqu'en fait, la loi française n'était basée que sur une jurisprudence jusque en 2016 et qu'elle pouvait être interprétée de façon très large par le juge qui pouvait exiger que toutes les preuves soient données. Il pouvait aller très loin dans l'exigence de preuves. Il devait y avoir des preuves médicales, des preuves psychiatriques, des preuves endocriniennes, etc. Il devait y avoir énormément de preuves amenées par la personne qui demandait son changement d'identité. Et il pouvait refuser malgré tout en demandant de nouvelles expertises, etc. Et il y a des gens qui ont pu attendre jusqu'à 10 ans pour avoir leur changement d'identité, alors que c'était un homme trans, donc c'était une femme au départ qui a fait sa transition et qui est devenue un homme. Et pendant 10 ans, il a vécu en homme avec une barbe, il était identifié par tout le monde comme un homme. Et quand il présentait ses papiers d'identité, il se faisait, je rappelle un de mes patients qui me disait quand il allait à la poste à Marseille et qu'il présentait ses papiers d'identité, il y avait souvent des caissières qui lui disaient mais comment votre mère elle a pu appeler
Jérémy a Alice, un beau garçon comme vous. Donc, comme ça, en public, devant tout le monde, et il se retrouvait quelque part stigmatisé, où on exposait cette erreur judiciaire. Donc, cette question juridique, elle a été longtemps très difficile pour les personnes trans. Heureusement, depuis 2016, c'est beaucoup plus simple. Il faut simplement que la personne qui veut changer d'identité puisse amener un certain nombre de témoignages et qu'ensuite, il va y avoir un jugement qui est simplifié, mais il n'y a pas besoin d'amener des preuves médicales pour cela, ce qui réduit beaucoup cette souffrance. Et comme il y a cette circulaire qui est sortie, c'est opposable et ça fait qu'il y a beaucoup moins de juges qui vont embêter les personnes concernées. Nicolas, en fait, c'est dans la loi maintenant. Ce n'est pas une circulaire, mais c'est dans la loi. Oui, Et c'est devenu dans la loi, il effectivement. nous remonte régulièrement qu'il y a des problèmes, surtout dans les petits villages ou dans les endroits où il n'y a pas d'habitude, parce que là, ils ne peuvent pas s'empêcher de demander une médicalisation des preuves. Bon, merci Marie pour ce témoignage sur ton parcours, tant sur le plan médical. Et ce qu'on peut voir quand même à travers le parcours de Marie, c'est combien ça peut être difficile, ça peut être long et combien il faut du courage pour faire un parcours jusqu'au bout comme ça. Et quelque part, je crois qu'en soi, on n'a pas besoin de faire des discours beaucoup plus longs pour montrer que ce n'est pas quelque chose du domaine de la mode et qu'on ne peut pas faire ça sur un simple coup de tête. Il y a une telle complexité dans ces parcours qu'on voit bien qu'à la fois pour soi-même, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de la loi, vis-à-vis de la médecine, il faut sans arrêt prouver des choses et que c'est un parcours qui demande énormément de courage et qu'on ne va pas faire à la légère. Donc ça, c'était un petit peu pour peut-être appuyer ce point-là que je trouve important. Après, moi, je voulais un peu vous rassurer tous pour vous dire que quelque part, on a tous pu avoir quelque part une vision un peu biaisé. C'est-à-dire que quand moi j'ai commencé mon parcours de médecin dans les années 2000, je suis allé dans un service où on opérait des personnes trans. Mon premier réflexe quand j'ai vu ces opérations, c'est de me dire, mais pourquoi, pour une question d'identité, on ne va pas pousser ces gens à faire une psychanalyse, à les pousser à bien réfléchir à leurs questions identitaires. Et puis, je me suis rendu compte dans le service qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient essayé ça, et puis que les preuves scientifiques, déjà à l'époque, montraient que ça ne marchait pas. Et donc, ces personnes, en les accompagnait, en faisant ces interventions, on s'apercevait qu'elles allaient beaucoup mieux et qu'elles avaient un mieux-être évident. Et puis, mais je faisais malgré tout toujours, j'ai commencé à faire ces opérations, mais en ayant toujours un petit peu de retenue, en me disant, ben, je comprends que je fais du bien, mais je ne comprends pas très bien ce qui se passe en fait. Et c'est après, en connaissant plus intimement des personnes trans, en les accompagnant, soit suite à des tournages, soit suite à des conférences, j'ai pu rencontrer des personnes trans et discuter plus à fond avec elles. Certains ou certaines sont devenus mes amis et j'ai pu me rendre compte, en fait, dans le fond, que c'était des personnes parfaitement normales, comme vous et moi, et que toutes les idées un peu préconçues que j'avais et j'avais du mal à comprendre, en fait, c'était pas des gens, qui souffraient ou qui étaient anormales, c'était des gens parfaitement, normaux, qui n'allaient pas bien, qui n'étaient pas dans l'identité qui leur permettait de s'épanouir et qu'en les accompagnant, leur permettait d'aller vers un mieux-être. Et donc je crois que c'est important ça et je vous en voudrais pas du tout d'avoir cette pensée peut-être première quand on discute de ça avec Marie, de se dire: «Cette idée est un peu folle». Effectivement, quelque part, c'est difficile de comprendre le pourquoi de cette transition. Qu'est-ce qui amène à ça? Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'aujourd'hui, moi, avec 20 ans de recul et des centaines de personnes que j'ai pu accompagner, je me rends compte à quel point on rend service et on permet à ces personnes d'aller beaucoup mieux. Et de temps en temps dans la vie, je crois qu'on peut accepter de ne pas tout comprendre mais d'être pragmatique et de voir qu'en aidant, on améliore la qualité de vie de ces personnes qu'on accompagne. Marie, je ne sais pas si tu voulais rebondir sur ça justement. Oui, oui, oui. Je voulais rebondir. Je vais parler de comment s'est passé les quelques mois que j'ai eu avant mon opération. Dans cette période-là, entre le moment où vous êtes accepté et le moment où vous allez être opéré, il y a évidemment un délai. C'est-à-dire, on vous dit c'est pour telle date. Et bien évidemment, là, il a fallu, c'est pas qu'il a fallu réfléchir, ça réfléchissait en moi. Et au fur et à mesure que j'avançais, je me disais, c'est déraisonnable. C'est vraiment déraisonnable. Et je me suis retrouvé seul, en fait, à Montréal et j'ai passé une nuit juste avant d'être opéré à l'Holiday Inn. Puis donc, je me suis baladé un peu dans Laval, puisque c'est dans ce coin-là où j'étais. Et puis j'ai pensé, mais tout le temps,
mais c'est déraisonnable et d'un autre côté, quelque chose en moi allait. Et j'ai réfléchi après, ça m'est venu peu de temps avant l'opération, le soir ou le lendemain matin au petit déjeuner, juste au moment où j'allais être opéré, avant d'être opéré. Et je me suis dit, c'est déraisonnable, mais c'est ma vie. Et en fait, vous voyez, ça ne m'a pas rendu plus heureux, cette opération. Ça m'a mis plus en paix avec moi-même. C'est comme si tout d'un coup, le soufflet, c'était... Et je ne vais pas vous dire, c'est vrai, je me suis dit, mais le bon terme, ça ne m'a pas rendu heureux. Ça m'a mis en paix. J'étais plus à me poser des questions ou des trucs comme ça. C'est comme si un cours d'eau, il arrive tout d'un coup, je ne sais pas, dans un lac ou quelque chose comme ça. C'est le calme. Mais effectivement, si vous essayez de réfléchir à ce que c'est une transition, ça n'a rien de raisonnable. Et tous les gens qui parlent de nous, parce qu'il y a peu de gens qui parlent avec nous, comme Nicolas, mais il y a beaucoup de gens qui parlent sur nous, sont des gens qui trouvent une foule d'arguments pour dire c'est déraisonnable et ça n'a pas de sens. Ah non, ça n'est pas de l'ordre de la raison, c'est de l'ordre de quelque chose qui est de l'ordre de sa propre recherche intérieure. Et on ne peut pas le justifier comme ça avec des mots. Je pense que ça peut être le mot de la fin de notre exposé. Et je pense qu'il y a sûrement des questions et c'est peut-être plus intéressant maintenant de rebondir sur vos questions autant qu'on le pourra en essayant d'y amener des réponses si possible. Christian, est-ce que tu as accès aux questions? Oui, j'ai les questions. Parce que moi, je n'y ai pas accès, mais je vais peut-être commencer par en poser une quand même. Oui. Mais j'ai un problème là. Il faudrait que... Alors, moi, j'ai toutes les questions. Alors, je vais en poser une très générale, alors simplement pour introduire. La transidentité n'est pas une maladie mentale. Mais est-ce que ça veut dire qu'il n'y a aucune vérification d'ordre psychiatrique pour la prise en charge par la sécurité sociale? C'est très concret ce que je pose comme question, mais je crois que c'est quand même important parce que c'est une ouverture de liberté de choix qui sinon est beaucoup plus compliquée. Est-ce que vraiment la psychiatrie a disparu de l'approche pour accepter la transition? Alors, je dirais qu'aujourd'hui, les approches sont vraiment plurielles, comme toujours en médecine et dans l'accompagnement médical. Et on va trouver des équipes qui vont effectivement être dans un accompagnement où on va pouvoir proposer un accompagnement psy, mais on ne va pas le rendre obligatoire. Et de même que pour d'autres opérations, si de temps en temps on sent que quelqu'un est en fragilité ou en souffrance, en dépression, en crise anxieuse ou autre, on l'invitera à voir un psychiatre, en lui disant bah, va voir le psychiatre parce que je sens que ça ne va pas très bien maintenant et qu'il faut avancer et qu'il faut aussi s'occuper de la transidentité, c'est sûr, parce qu'elle entraîne une souffrance, mais aussi peut-être gérer cette question-là en même temps. Mais si quelqu'un va parfaitement bien à gérer lui-même ses problèmes psy avant, on ne va pas lui imposer ça aujourd'hui. Mais c'est très nouveau et il n'y a pas encore énormément d'équipes qui se sont mis à ce nouveau type de prise en charge. Globalement, la majorité des équipes en France encore aujourd'hui vont demander un passage un peu obligatoire et systématique devant un psy, un endocrinologue et un chirurgien avant de délivrer un certificat permettant d'avoir l'accès aux soins. Mais la sécurité sociale ne l'impose plus. En tous les cas, on peut la contourner. C'est pas aussi simple que ça, parce que comme souvent avec la Sécu, il faut beaucoup de temps pour faire évoluer les choses. Mais en tout cas, elle ne bloque plus systématiquement. S'il n'y a pas eu d'avis psy, on peut y arriver. Alors, concernant les questions, en fait, elles sont dans deux grandes catégories. Il y a d'abord une première catégorie que je vais résumer. Comment expliquez-vous qu'autant de jeunes se sentent aujourd'hui trans? Pensez-vous qu'il y a eu toujours autant de transidentité, mais impossible à envisager auparavant et donc non conscientisé? Est-il possible que ce soit un questionnement lié à l'adolescence qui s'incarne aujourd'hui, que les tabous se lèvent? Et donc, on a toute une série, effectivement, de questions qui tournent autour de ce thème en disant pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on en a de plus en plus autour de nous? Ça tient à quoi? Est-ce qu'il y a des tabous qui sont levés? Est-ce qu'il y a une prise de conscience? Et pour aller un peu plus loin,
Que pensez-vous des parents qui, aux États-Unis, acceptent de commencer une transition pour leurs enfants, parfois de moins de 7 ans? Quels conseils donneriez-vous à des parents de jeunes enfants souhaitant changer de sexe? Ça, c'est une première, disons, typologie de questions qui portent sur est-ce qu'il y a aujourd'hui une prise de conscience plus importante? Est-ce qu'effectivement on constate ce phénomène ou pas? Je veux bien commencer la réponse. Ce que je vous ai dit est vrai. À mon époque, reconnaître qu'on était trans ou faire remarquer sa transidentité, eh ben, ça ne se faisait pas. Et il y a très peu toutes les personnes de ma génération sont en fait des ex-enfants trans. Mais il y en a une bonne partie qui n'auront jamais fait leur transition, tout simplement parce qu'elles ont été bien cadrées, elles sont bien restées dans la voie. Mais j'en connais des qui sont comme ça, qui disent je ne peux pas, je suis trop vieille ou je suis trop vieux. Et à l'époque, on était statistiquement dans les aberrations parce que la prévalence, c'est-à-dire le nombre de personnes qui sont trans par rapport à la population standard, on était de 1 pour 45 000. D'accord ? Récemment, vous avez entendu dire que on était maintenant passé, que ça avait augmenté de 4000%. Alors, je ne veux pas vous faire de cours de mathématiques, mais si par exemple un médecin a dans son cabinet un patient qui a une maladie et que l'année prochaine, l'année suivante, il a 2 patients qui ont la même maladie, eh bien, ça a augmenté de 100%. Donc, quand on passe de 45 000 à simplement à 1%, en fait, et quand on vous dit que ça a augmenté de 4000%, ben, faut pas vous imaginer que vous avez comment s'appelle, faut pas multiplier automatiquement par 4000. Il faut faire la petite règle de 3 que vous avez appris quand vous étiez plus jeune, et vous voyez à ce moment-là que le médecin a vu augmenter, là où il voyait une personne, et ben, il en voit 10 par mois ou quelque chose comme ça. Et il joue beaucoup dans cette présentation par le pourcentage. Mais c'est un pourcentage. Quand ça augmente de 4000%, ben ça augmente, en fait, vous avez 40 patients là où vous en voyez un avant. Mais c'est dans des services spécialisés que vous les voyez. Ce n'est pas tous les médecins de France et de Navarre qui les voient. Donc, en fait, l'augmentation qu'on a, elle est, statistiquement, on reste dans quelque chose de très modeste, même bien inférieur au nombre d'homosexuels, par exemple. Je dis ça parce que dans ce que vous avez dit, quand on commence à parler des États-Unis et autres, on est en train de parler également de bouquins comme Eliatchev, Claude Habib et ainsi de suite, et qui sont des bouquins qui sont là, qui terrorisent les parents en disant mais c'est affreux parce que maintenant ça s'attrape par contagion. Pas plus qu'avant. Simplement, comme ça a été dit également, c'est beaucoup plus visible parce qu'on a la possibilité de l'identifier beaucoup plus vite en soi. Voilà. Peut-être Du médecin. Oui. juste peut-être pour compléter ce que disait Marie, pour mettre aussi un petit peu des chiffres, il y a effectivement 2 phénomènes différents qu'il ne faut pas confondre. Il y a la question des jeunes qui veulent faire une transition et qui vont demander à vraiment être réassignés dans l'autre sexe. Et ces enfants, comme le dit Marie, ne sont pas très nombreux. Pour vous donner un chiffre, un seul, en 2019, il y avait 300 enfants qui avaient une demande de prise en charge à 100% pour la question de la transidentité. 300 enfants en France. Ça fait un pourcentage quand même extrêmement faible. Ça remet un petit peu quand même peut-être les réalités. Je crois que ça permet de voir que ce n'est pas une épidémie, il n'y a pas des centaines d'enfants qui sont en demande de transition aujourd'hui. Et la deuxième chose, donc ça, c'est les enfants qui veulent faire une transition, une réassignation. Mais vous avez aussi des sondages qui sortent de plus en plus dans les médias et qui parlent de la question de se sentir non-binaire. Ça, c'est beaucoup plus fréquent. Et en fait, dans la non-binarité, on comprend beaucoup plus de gens. Et on implique les gens qui vont dire « je sens en moi une partie féminine, je ne veux pas changer de sexe, je ne veux pas qu'on me fasse des opérations, je ne veux pas prendre d'hormones. Mais personnellement, je sens en moi que j'ai une part de féminité qui est relativement importante. Et cette binarité homme-femme ne me convient pas parfaitement et je me classerais plutôt
dans quelque chose d'un peu intermédiaire. Et ça, cette non-binarité, elle est très présente chez les jeunes. Ça peut atteindre jusqu'à 30% des jeunes aujourd'hui. Donc, c'est un petit peu différent, hein. C'est la question du binaire masculin-féminin. Ça, qui est une question qui, aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeunes qui se posent cette question-là. Et puis, la question d'une demande de transition qui est plus rare. Et pour ces histoires de jeunes qui demandent des transitions, il faut savoir qu'on ne donne jamais d'hormones avant l'âge de 15 ou 16 ans en France. D'accord? Donc, c'est quand même pas un âge très précoce. Et avant, on peut faire entre le début de la puberté, c'est-à-dire 11 ans et 16 ans, des blocages de puberté. Donc, le blocage de puberté, il n'engage à rien parce que le jour où on arrête le blocage, tout peut repartir comme avant. Donc, c'est simplement pour laisser le temps à l'enfant de mûrir suffisamment pour prendre sa décision quand il sera suffisamment mûr intellectuellement. Parce qu'on comprend bien qu'à 11 ans, c'est un petit peu difficile de percevoir toute la complexité d'une transition. Donc, on le laisse grandir et quand il atteint 16 ans, s'il persiste dans sa demande, on va l'accompagner en lui donnant des hormones de l'autre sexe pour qu'il commence sa transition. Donc, on voit bien que les prises en charge, elles se font dans l'accompagnement. On va accompagner les gens, mais on ne va pas les opérer. Je voudrais compléter une petite chose. En fait, vous pouvez faire une transition beaucoup plus jeune, mais qu'est-ce que c'est que la transition quand vous avez 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans? Eh bien, en fait, c'est simplement de pouvoir jouer avec votre expression de genre. Il y a au Québec une association qui s'appelle Transkid. Et les parents peuvent venir et les enfants peuvent exprimer leur genre comme ils l'entendent. Mais au bout de quelques années, qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné qu'en fait, vous avez aussi bien le petit Billy Elliot, c'est-à-dire celui qui veut devenir danseur, qui sort de cette association, que celui qui va ressortir en étant tout à fait pas du tout intéressé par le fait d'exprimer son genre dans un genre qui n'est pas celui assigné à la naissance. Et vous avez effectivement des petites danses. Tout ce qu'on sait, c'est que de toute façon, vous ne pouvez pas faire changer le genre de quelqu'un une fois qu'il est vraiment fixé. Et puis, pour les enfants, on est toujours en train de chercher des trucs pas possibles pour savoir ce qu'ils pensent ou ce qu'ils ont en tête. Alors, il y a une chose que vous pouvez voir, c'est à quel âge se fixe la détermination ou la compréhension du genre chez l'enfant. C'est très simple. Vous prenez un album de famille, vous montrez l'album et vous voyez, vous dites, tu vois, grand-mère, elle était là. Ça, c'est quand elle était enfant. Et puis là, c'est quand elle est jeune fille. Et là, c'est quand elle m'a eu. Et puis là, c'est plus tard. Et puis maintenant, c'est là à ta naissance. Et si dans la tête de l'enfant, c'est clair qu'il s'agit toujours de la même personne sur les différentes photos, alors à ce moment-là, c'est que l'enfant a acquis la permanence du genre. Alors après, vous pouvez vous poser la question, mais de quel genre, quelle est l'identité de genre de mon enfant? En fait, ça se fait très simplement en questionnant doucement et surtout s'il n'y a pas de pression. Alors chez le psychologue ou ça peut se faire avec des poupées sexuées ou avec des choses comme ça. En fait, c'est si l'enfant reste, comme a dit Nicolas, si on voit qu'il y a une permanence dans sa conviction, là, à ce moment-là, on se dit anguille sous roche. Mais autrement, un enfant qui un jour veut changer de sexe et puis le lendemain non, bon, il faut l'accueillir joyeusement parce que probablement c'est à l'occasion d'un jeu, mais ce n'est pas pour autant que c'est une certitude. Voilà. Pour rebondir, il y a une question qui indique, est-ce que le problème de la transidentité englobe forcément la relation sexuelle avec l'autre? Ou peut-elle n'être qu'une sensation de ne pas avoir le bon genre sans forcément inclure la sexualité? C'est parfaitement répondu. Cette personne a très bien compris, c'est effectivement indépendant de la sexualité. On peut être une personne trans qui a fait sa transition et être après homosexuel ou hétérosexuel, on est quelqu'un du même sexe que soi ou de l'autre sexe. C'est indépendant de la démarche, en fait. On se rend compte que la transidentité, c'est pour ça qu'on a arrêté de dire transsexualité, hein. Avant, on disait transsexualité pour les personnes trans. Et puis, on s'est aperçu que c'était trop connoté sexualité et que ça ne correspondait pas à ce pourquoi ils venaient nous voir. Ils venaient nous voir pour leur identité, pour être dans la bonne identité. Donc, c'était bien la transidentité qui est le terme qui convient mieux. Il y a des questions qui sont liées à la franc-maçonnerie, quand même, Oui. donc on va quand même les exprimer. Il y en a une qui relève quel accompagnement peut apporter la franc-maçonnerie, qui par hypothèse se veut bienveillante et tolérante.
notamment par rapport aux jeunes, et quelle a été l'attitude des frères au moment où ils ont eu connaissance de cette volonté de transition? La première chose, je réponds dans ce qui concerne mon cas personnel. J'étais à la GLDF, qui est c'est une obédience qui est masculine. Donc, mon idée était, quand j'ai interrogé les instances, c'était surtout de savoir si je pourrais rester. C'est-à-dire, j'avais quand même été initié en tant qu'homme. Alors, comme tout maçon, ça signe un peu la recherche de la vérité. C'était ma vérité de devenir une femme. Et sur cette question-là, à l'époque, la Grande Loge de France a répondu tradition, c'est-à-dire notre tradition, c'est une tradition de masculinité. Mais j'étais bien dans une loge. Donc, voyez bien, le monde maçonnique a été très représentatif. Ma loge a été particulièrement inclusive et ouverte, puisqu'elle acceptait des personnes de tous horizons. Vraiment, il y avait dans ma loge des bouddhistes, il y avait des soufis, il y avait de tête, enfin je cherche, mais un jour on avait compté combien on représentait de divers sites religieux, mais c'était vraiment très divers. Et il y avait 2 trans. Donc j'étais l'une d'elles. Mais c'est quand j'ai changé mes papiers que les choses se sont passées. Donc on a fait une argumentation avec la loge en demandant au grand maître de l'époque si c'était possible que je reste, parce qu'après tout, je n'avais pas fait de faute maçonnique. Et on m'a demandé quand même de tirer les conséquences des règlements généraux, et je l'ai fait. Mon but n'était pas de foutre le bazar à la Grande Loge de France. Mon but n'était pas de demander que la Grande Loge de France soit mixte. Mon but était de demander, est-ce que, puisque la recherche de ma vérité m'avait conduit à faire ma transition, à rester à la Grande Loge de France. Donc je suis parti, et ça a été très dur pour mes frères quand je suis parti, et ça a été très dur pour moi de les quitter. Après, je pense que la Grande Loge de France doit bien discuter sur cette question. Mais en tout cas, ma loge m'a soutenu, ce qui veut dire qu'il y a, et j'en ai rencontré d'autres, des frères qui se posent la question aussi de la mixité, mais également de l'inclusivité des personnes trans. Et 1 an après, la Grande Loge Unie d'Angleterre a pris une décision qu'elle conserverait en son sein toutes les personnes trans qui avaient été initiées en tant qu'hommes. Donc voilà, 2 pays, 2 jurisprudences différentes. Comment ça s'est terminé Maintenant, la deuxième partie de la question, je pense que Nicolas pourra vous dire des choses, mais nous nous heurtons, et c'est juste mon mot introductif, nous nous heurtons très souvent au fait que les gens ne savent pas ce que c'est qu'en fait la transidentité. Et de ce point de vue-là, ça ne peut être qu'un concerto à 2 voix, comme on vient de le faire. Et je pense que c'est vrai, il y a besoin d'ouvrir vos portes et d'ouvrir à l'influence des gens qui connaissent vraiment les questions sur la transidentité, parce qu'il y a beaucoup de fantasmes et de méchanceté qui circulent sur nous. Et Nicolas est quasiment un maçon sans tablier qui essaye de former les personnes qui sont autour d'elle. Voilà. Veux-tu en dire quelque chose, Nicolas? Volontiers, c'est vrai que aujourd'hui, en plus, c'est beaucoup plus facile de s'inscrire dans cette volonté de transmission du savoir, parce que les gens sont plus ouverts. Je crois que la société a quand même bougé. En 2004, quand je me souviens, j'avais fait faire une thèse à un étudiant sur la question de la transidentité. Et son patron de l'époque, qui était un grand chirurgien viscéral, donc que je ne citerai pas, lui a dit: «Mais tu sais, tous les transsexuels et ceux qui les opèrent, on devrait les brûler». Donc c'est pour montrer qu'on revient de loin et qu'aujourd'hui, on est beaucoup mieux accepté tant sur le plan professionnel que sur le plan sociétal. Et on a une vraie mission qu'on se donne, nous, de transmettre ce savoir, parce que comme je vous l'ai dit, on ne peut pas exiger de tous que moi, le parcours que j'ai mis 20 ans à faire pour avoir une acceptation complète et mieux comprendre cette question de la transidentité, les gens le fassent en 20 minutes. On est bien conscient que ça peut être un peu plus complexe que ça. Néanmoins, je pense qu'il faut toujours garder en tête que
le but, c'est aussi de permettre aux gens d'avoir une certaine liberté sur eux-mêmes et de permettre de choisir et de conduire leur quête à eux et de les accompagner. Et c'est notre rôle de médecin de ne pas juger, mais d'accompagner. Je crois que c'est surtout ça. Il y a une question pour revenir, qui est la suivante. Comment peut-on choisir un sexe sans... attendez, je vais essayer de retrouver la question. Je viens de la perdre parce qu'il y a... Attends, je vais demander une petite seconde. Quand on n'a pas vécu, Oui, quand on n'a pas voilà. vécu Est-ce qu'il n'y a pas un doute sur dans le ce sexe sexe, quand on n'est pas demandé? né dans ce sexe? Est-ce qu'on est sûr de vouloir l'autre sexe si on ne le connaît pas vraiment pour l'avoir vécu de l'intérieur, n'étant pas un homme, femme, n'étant pas un homme ou une femme en devenir toute sa vie? Je vais essayer de détruire des mythes. Je vais vous donner des patientes. Non, si vous me demandez aujourd'hui si je suis vraiment une femme, je vais vous dire, eh bien, je ne sais pas. Ça peut vous paraître bizarre, mais je dis je ne sais pas parce que je ne suis pas née petite fille et je n'ai pas eu une maman qui m'a dit dès le départ, qui a certifié quasiment que j'étais une petite fille. Et ça ne s'est pas fait comme ça. Mais si vous me demandez, et dans le temps, comment ça se passe, eh bien, je vais vous dire que je ne sais pas si je suis vraiment une femme, mais ce que je sais, c'est que aujourd'hui, je suis beaucoup plus proche d'être une femme que quand j'ai commencé. Donc, je sens qu'à l'intérieur de moi, quelque chose se rapproche, mais il a fallu pour ça accepter que la vie, c'est quelque chose qui n'est pas acquis, qui n'est pas ouvert, qui est en partie connu et en partie inconnu. Et c'est un peu comme ça que je me dirige. Alors, en voyant vos questions, je me dis, vous pouvez vous demander comment est-ce qu'on acquiert des certitudes. Eh bien, c'est en se retournant sur ce que j'ai fait, sur les positions que j'ai prises. Par exemple, en m'habillant de plus en plus et au jour le jour comme une femme, il est arrivé un moment où je me suis dit, est-ce que tu reviendras en arrière? Et je me suis dit, je ne pourrais pas. Et vous voyez, aujourd'hui, une jeune personne m'a téléphoné pour me dire, j'ai arrêté les hormones, alors elle m'a inventé un truc de décès de la famille. Vous savez tous, comme à l'école, plus c'est gros, mieux ça passe. Et au bout d'un moment, je lui ai dit, mais je m'en fous en fait des excuses. Vous avez bien le droit d'arrêter ou de vous mettre en pause si vous en avez besoin. Ce que vous jouez, c'est votre bonheur, c'est votre bien-être. Alors, vous arrêtez, c'est bien. Vous reprenez, c'est bien. Et c'est tout à fait normal que vous ayez des moments de doute. On ne peut pas, sur une question pareille, ne pas avoir de doute. Et c'est peut-être de ça dont il faudrait discuter. Mais il n'y a pas à juger. Je rajouterais peut-être, si c'est possible, je rajouterais peut-être juste une remarque, c'est très compliqué aussi de dire qu'est-ce qu'être une femme et qu'est-ce qu'être un homme. Je pense qu'il y a beaucoup de façons d'être femme et beaucoup de façons d'être homme, et que c'est cette diversité-là, et que c'est pour ça que on va essayer de ne pas mettre trop les gens dans des cases et qu'on va leur proposer un changement physique ou hormonal qui leur permette de se sentir mieux. Mais après, eux, ils vont trouver une place particulière à eux, qui sera la leur, qui sera leur façon d'être femme. Mais je crois qu'on va essayer de déconstruire, de les aider à déconstruire, à ne pas chercher forcément à vouloir ressembler à un seul modèle, parce que c'est là où les personnes font les plus grosses erreurs, parce que en fait, chacun est unique et c'est très difficile de ressembler à sa mère, à sa tante, à une cousine, à quelqu'un qu'on va idéaliser. Donc je crois que c'est important d'avoir cette réflexion et de se dire, vous serez la femme, vous serez vous-même une femme particulière, singulière. Mais finalement, il y a une ambivalence qui est chez tous et chez chacun, quelque part, malgré tout, je pense. C'est ça qu'il faut prendre la prise de conscience. Mais justement, comment, dans ces cas-là, c'est un avantage finalement de connaître les deux sexes, d'avoir vécu le sexe masculin et puis de vivre le sexe féminin après, non? Comment on vit les deux? Oui, mais ce que je voudrais revenir sur la question des étiquettes parce que c'est important. Mais pour vous faire comprendre les choses, j'ai essayé de vous visualiser ça. La plupart des gens, ceux qu'on dit qu'ils sont cis, voient les choses comme ça, comme les deux mains qui seraient l'une derrière l'autre, et ça crée une éclipse.
Et en fait, nous, parce qu'on sent qu'on a une différence, alors on a tendance à voir les deux composantes, c'est-à-dire qu'on voit le genre et le sexe. Ça n'a aucun sens chez les personnes cis, parce que leur genre correspond au sexe, donc ça ne leur pose pas de problème. Mais pour nous, on voit effectivement les deux. Mais ça va générer ensuite. On dit, mais vous n'êtes pas dans le bon corps, ou ainsi de suite. C'est nous qui disons ça. Et bref, et ça amène à tout un tas de questions d'étiquette. Mais vous voyez, j'ai vécu 20 ans comme un homme avec une femme avant ma transition. Et cette femme s'en sentait bien. Et maintenant que nous sommes toutes les deux perçues comme des femmes, elle a traversé évidemment un moment qui a été difficile parce qu'elle m'a dit, j'ai jamais demandé à ce qu'on me perçoive comme lesbienne. Je ne suis pas lesbienne. Et elle n'est pas lesbienne. Je suis une femme trans avec une femme. Mais pour les gens de l'extérieur, c'est une femme lesbienne. Et de la même façon, vous voyez, j'ai entendu deux mamans qui m'ont dit exactement la même chose. Ah, ça commençait comme ça. Ah, j'adore ma fille, ainsi de suite. Donc leur fille, qui est en fait était un garçon à la naissance. Et puis elle me prend tout un baratin là-dessus. Et puis au bout d'un moment, pas sortir le mouchoir, mais sous l'émotion. Si vous saviez à sa naissance, comme il était mignon et tout, il avait son petit zizi tout raide et il me faisait pipi dessus. Ces femmes, ce qu'elles décrivent, c'est un amour qui est inconditionnel. Elles ont aimé leur enfant de façon inconditionnelle à la naissance, et c'était des petits garçons. Et parce qu'elles les aimaient profondément et de façon inconditionnelle, elles ont accepté pour leur bien-être qu'elles deviennent des femmes. C'est l'amour inconditionnel qui est souvent derrière et qui permet de transcender, de dépasser ces histoires d'étiquettes. J'ai une question par rapport à ton parcours maçonnique. Est-ce que tu penses que la spiritualité est genrée ou est-ce que tu la vis différemment? En moi, elle s'exprime plus facilement du côté féminin. Alors, quand j'étais très jeune, une de mes tantes qui s'occupait de moi, qui m'a indiqué, qui avait 6 enfants, 3 garçons, 3 filles, avait acheté 2 bouquins de Michel Coast, le journal de Dany et le journal d'Anne-Marie. Et j'ai lu le journal de Dany, puisqu'elle me l'avait donné à lire, puisque c'était ce qui expliquait quand on rentrait dans l'adolescence et comment on allait devenir homme, et je l'ai trouvé. Et puis, je vais shipper le journal d'Anne-Marie, c'était pour ses filles, mais bon, voilà. Et quand je l'ai lu, j'ai compris que je fonctionnais comme Anne-Marie. Et là, je suis rentré dans le chagrin, parce que je me suis dit, ces femmes vont connaître des choses que moi, je ne connaîtrai jamais. Et là, j'ai commencé à me dire, je suis triste de mon corps. Et la question de la spiritualité qui est derrière, parce que c'était ça ce que je trouvais de beau chez les femmes, c'est-à-dire toute cette levée, c'est des stéréotypes de genre, mais je ne sais pas comment on peut vivre sans stéréotypes de genre. Des stéréotypes de genre où il y avait ce don de soi, cette acceptation de l'autre, cette gentillesse, cette disponibilité, et ben, c'était quelque chose qui m'allait et qui était vraiment ce dans quoi je me sentais à l'aise. Donc ça a tracé, ça a été un peu le sillon que j'ai suivi, et c'était vraiment ça ce que je voulais. Et je me détestais parce que aller vers le masculin, ben, j'essayais de devenir plus mec que les mecs, c'est-à-dire violent, avec des propos grossiers, avec tout ce qu'on pouvait avoir. Et finalement, je me suis détesté dans cette voie-là. Donc la voie de la spiritualité féminine est une voie qui était plus douce pour moi, qui me correspondait plus à l'intérieur de moi. Et même si ça répond à des stéréotypes de genre, je ne sais pas pourquoi j'ai choisi ça, mais je l'ai choisi. Voilà. Pardon. Il y a une question sur le sport quand même, hein, évidemment. La participation aux compétitions sportives rendue un peu discutable pour certains. Bon. Alors, c'est vrai que sur un plan anatomique, Oui. il peut y avoir des éléments, la taille, la musculature, qui même s'il y a une transition, va quand même rester un petit peu, qui fait que
une femme trans a peut-être un petit avantage sur une femme cis. Donc, femme cis, c'est une femme assignée femme à la naissance et qui est de sexe biologique femme. Et donc, cette femme, dans les compétitions, si une femme trans qui va arriver va pouvoir peut-être avoir un petit avantage. Et c'est vrai que ça pose un vrai problème aujourd'hui, un petit peu moins dans l'autre sens, parce qu'en fait, un homme trans, lui, en général, a un corps de base féminin et qui va se masculiniser, mais malgré la testostérone, il ne va pas rejoindre en taille ou en musculature. Donc, dans ce sens-là, je pense que ça serait plus facile. C'est plus facilement accepté en tous les cas. Dans l'autre sens, il peut y avoir des problèmes sur les performances, mais on retrouve la même chose aussi avec les personnes intersexes, qui sont un autre regard, hein. Je ne veux pas rendre les choses confuses, mais les personnes intersexes, ce sont des gens qui sont nés avec un corps qui avait une partie de masculin et une partie de féminin pour des raisons hormonales, génétiques ou autres. Et ces personnes intersexes ont du mal aussi à trouver une catégorie pour compéter ou pour faire du sport. Et quelque part, c'est vrai que ça pose problème parce qu'on ne peut pas interdire à des gens de faire du sport. Alors, on peut le faire en dehors de la compétition, mais c'est vrai que c'est un vrai problème qui devra être repensé. Est-ce qu'on a un moyen de mesurer en quoi il peut y avoir un avantage et est-ce qu'on peut rééquilibrer les choses? Aujourd'hui, en tous les cas, c'est globalement par les 3/4 des fédérations sportives, c'est refusé ou c'est considéré comme une sorte, entre guillemets, de dopage. J'ai une question, la suivante. Ne pensez-vous pas que les trans sincères, je cite, sont victimes d'un courant trans militant qui qualifie de transphobie toute contestation de la théorie du genre? Oui, quelque chose me réunit avec Nicolas. Nous avons je pense, enfin, je ne sais pas, pour lui, il parlera en son nom, mais pour moi, c'est ce désir de vouloir améliorer les choses, et entre autres la prise en charge de nos semblables. Mais personnellement, je pense que ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. Et je trouve qu'il y a des endroits où on ne devrait pas imposer notre volonté, mais on devrait comprendre qu'on se trouve à une limite, confronté à une limite qui est celle d'une autre communauté. Donc, la communauté sportive, ben, ça ne peut pas se régler en exigeant nos droits de trans. Ça ne peut se régler que par la discussion. Pour ce qui est de J.K. Rowling, eh bien, on devrait laisser à cette femme le temps de parler. Et puis, d'opposer argument à argument, mais pas de clouer au pilori quelqu'un, parce que ça, c'est ce qu'on nous a fait. Et là, on est en train de répéter, et c'est un mauvais film et un mauvais scénario. On répète la même violence qu'on nous a imposée. Alors, je regrette des fois que dans les associations qui parlent en notre nom, et des fois un peu abusivement, qu'elles le parlent d'une façon qui soit violente. Donc, je crois sincèrement, en tout cas, que les choses ne progresseront pas comme ça, mais progresseront dans le dialogue et dans la co-construction. Nicolas. Alors, je suis en grande partie d'accord avec toi. Je pense qu'effectivement, dans la position de lutte dans laquelle sont parfois certaines associations militantes, ça peut créer aussi du rejet. Mais d'un autre côté, je comprends aussi ces associations qui ont affaire aussi à beaucoup de transphobie et qui ont quelque part besoin d'être fortes aussi pour soutenir leurs troupes qui peuvent être vraiment très discriminées, avec beaucoup de souffrances sociales, etc. Donc voilà, il y a beaucoup d'associations qui font un travail absolument formidable, qui accompagnent énormément de personnes trans, et sans elles, il y aurait énormément de personnes à la rue qui seraient en grande difficulté d'insertion. Donc, elles abattent un travail vraiment fabuleux. Mais c'est vrai que parfois, dans leur message, moi, j'ai peur que ça puisse être parfois un peu contre-productif quand c'est trop agressif. Et, mais ça s'est toujours vu. On a eu peut-être un peu la même chose à une certaine époque avec ACT UP au moment de la crise du sida. Et on avait vu qu'il y avait une violence qui était quand même très forte avec une période où ça a été très difficile pour les médecins infectiologues de traiter les patients atteints du sida parce qu'il y avait une telle violence associative et une incompréhension entre cette violence associative et les médecins qui voulaient aider mais qui ne comprenaient pas pourquoi on les agressait. Et ben parfois, ça fait un petit peu la même chose et ce n'est pas forcément très constructif et très productif. Mais d'un autre côté, il faut comprendre d'où ça vient. Il y a eu aussi beaucoup de médecins intrinsèquement transphobes qui se sont occupés de personnes trans, qui ont eu des discours très durs avec les personnes trans qu'ils ont suivies. Et malheureusement, ça a créé un petit peu de ressenti. Donc, il faut accepter qu'on prenne du temps et que le temps améliore les choses.
et que c'est nos actes qui montreront qu'on est de bonne volonté et qui vont changer les choses. Moi, j'ai une question à te poser, Marie. Dans ta vie maçonnique, tu as senti un changement ou pas dans ton parcours? J'ai changé un changement à quel propos? Ton approche de la maçonnerie, est-ce qu'elle a changé ou pas? Un peu. Ça a quand même été j'ai pris quand même une sérieuse claque hein, quand on m'a demandé de partir, quoi, de tirer les conséquences et de partir. Parce que vraiment, vraiment, je me fichais. Il y a plein de grades, de décors, de tout ce qu'on veut, ainsi de suite en maçonnerie, mais dans le fin fond de mon âme, je pensais que c'était vraiment un endroit où on était foncièrement sincère et où on était sincère, on essayait au moins foncièrement d'être vrai. Et là, tout d'un coup, je me suis dit, ah, il y a une hiérarchisation des choses et tout d'un coup, une tradition peut primer sur la vérité. Et moi, ce n'était pas mon cas. Voilà. Donc ça a été une grande déception. Mais j'ai eu également un énorme, comment ça s'appelle, une énorme satisfaction, c'est de voir des personnes qui ont été à mes côtés et qui ont dit mais Marie, tu ne peux pas t'imaginer à quel point pour nous, ça nous a appris de choses et on a pu échanger, on a pu progresser tout simplement en s'ouvrant. Donc je sais que même en maçonnerie, il y a des choses qui sont très humaines et qu'il faut attendre que les choses fassent leur chemin. Et c'est pour ça que je vous remercie de nous avoir invités, parce que ça donne l'occasion et je pense que plus on se fréquente et plus on échange sur ces questions-là et plus on arrivera à créer de tolérance. Et quelles sont les raisons du rejet? Enfin, je veux dire, qui n'est pas si facile, hein, parce que au départ, la prise de conscience et le mal-être, il peut être chez chacun ou Il a chacune. été à plusieurs niveaux. Ouais. Il a été à plusieurs niveaux, mais un des niveaux, c'est que je crois que c'était très dérangeant à l'époque. C'était très dérangeant pour certains de mes frères. Et évidemment, j'ai eu droit à cette question, mais où est-ce que tu vas, où est-ce que tu, comme j'étais considéré comme un homme, mais où est-ce que tu vas pisser? Est-ce que tu vas chez les femmes ou chez les hommes? Parce que c'était dans un bâtiment qui recevait des loges mixtes, non mixtes, ainsi de suite. Donc j'ai eu ce genre de choses. Et je ne peux pas vous dire, c'est des trucs, quand on vous le dit une fois, vous en riez. Quand on vous dit ça 10 fois, vous avez envie d'en pleurer, quoi. Mais j'ai vu également, comme je vous ai dit, j'ai vu les deux. C'est-à-dire, j'ai vu des personnes qui m'ont dit, mais il faut résister, il ne faut pas se laisser emporter, il faut essayer de voir. Et la preuve que les choses avancent, c'est que je suis ici. Voilà, et on est bien à l'articulation des deux, il ne faut pas être injuste. Mais ce que je voudrais, c'est, vous avez tous et vous êtes tous en contact avec des instances différentes et puis des endroits différents. Eh ben, n'hésitez pas à inviter Nicolas ou à inviter d'autres personnes comme moi. Tout simplement parce que c'est une grande tristesse de voir que des fois on parle de nous sans nous connaître. Et les seules personnes qui vraiment peuvent vous parler de la question de trans, c'est les personnes qui co-construisent la prise en charge des trans. Les trans peuvent vous parler de ce que c'est que d'être trans, et également les soignants qui s'impliquent, qui mouillent le maillot pour travailler avec nous, ben ceux-là également ne sont pas à laisser sur le côté quand vous avez une réflexion sur l'éthique, quand vous avez des réflexions sur la santé, quand vous avez des réflexions comme ça dans vos cercles spécialisés. Donc, mon souhait, c'est que vous fassiez appel à nous parce qu'on va essayer de parler d'une façon apaisée. Très bien.
je crois qu'on arrive peut-être… Marie, vraiment, c'est un très bel exposé, que l'exposé de ton parcours, que je qualifierais d'initiatique. Alain Noël, je crois que tu souhaitais prendre la parole. Simplement pour conclure, je pense, pas pour conclure définitivement, mais j'étais très heureux de ce dialogue à deux voix. Je pense que les auditeurs ont été aussi très heureux parce que, quelque part, c'est un moment de vérité. De vérité absolue. Chacun était libre de s'exprimer, de dire ce qu'il était, ce qu'il avait vécu, et tout le monde a pu comprendre que la normalité n'est pas forcément là uniquement où on la suppose. La normalité, ça n'existe pas. Nous avons eu la semaine dernière Jacques Attali qui nous a parlé des identités multiples. Eh bien, les identités multiples, nous venons de voir également qu'elles existent, qu'elles sont parmi nous, et que, à tout le moins dans les loges maçonniques, comme dans la société, mais surtout encore plus dans les loges maçonniques, et j'ai bien compris l'extrapolation dans les obédiences maçonniques, il serait temps de comprendre que les identités doivent évoluer et que la perception des identités doit évoluer. C'est tout ce que je voulais dire. Il n'y a rien de polémique dans mes propos. Simplement, je suis très heureux de ce moment de vérité et je voulais remercier Nicolas Morel-Journel, que je ne connaissais pas, et Marie de la Chenelière, que j'ai connue il y a une quinzaine d'années. Je peux dire maintenant, c'était il y a une quinzaine d'années. Je suis très heureux de sa présence et qu'elle ait accepté de participer, de témoigner et de dire sa vérité, parce que sa vérité, c'est aussi la nôtre. Voilà. Je redonne la parole à Marie-Thérèse. Bien, je m'associe à ces remerciements en souhaitant que tous les frères et toutes les sœurs qui nous écoutent sachent parler autour d'eux de ce témoignage auquel nous avons pu participer aujourd'hui, et qu'ils sachent être, comme Marie nous l'a dit, qu'ils sachent être sincères, qu'ils sachent être vrais dans les loges dans lesquelles ils sont, pour que la maçonnerie soit vraiment ce qu'elle souhaite et ce qu'elle prétend être. Et je crois que c'est un magnifique exemple, vraiment magnifique. Merci Marie, merci Nicolas. Donc merci Martine aussi et notre frère Christian de votre participation. Je crois que vraiment nous sommes heureux, Alain Noël et moi, de cette soirée. Nous sommes souvent très heureux des entretiens, mais particulièrement aujourd'hui. Et vraiment, nous souhaitons qu'il y ait quelque part une suite à ça, que ça ne reste pas comme ça, un moment unique. Il ne faut pas que ça reste un moment unique, vraiment. Voilà, donc je vous donne tous rendez-vous, non pas la semaine prochaine, parce que jeudi prochain, ce sera le 14 juillet, donc on s'est dit que peut-être vous auriez envie d'aller danser ou d'aller regarder des feux d'artifice ici ou là, donc nous n'aurons pas d'entretien le 14 juillet. Par contre, notre prochain entretien, ce sera donc le 21 juillet avec Bernard de Vauchel, qui est chirurgien plasticien et qui nous parlera d'identité et défiguration. Donc là aussi, je pense que nous aurons certainement beaucoup de choses à entendre, à réfléchir par rapport à ce cheminement qui concerne la chirurgie plastique et reconstructrice. Merci encore à tous. Oui, Emmanuel. Pour ceux qui ne connaissent pas Bernard de Vauchel, il est chirurgien au CHU d'Amiens, donc c'est très près de chez moi. C'est le chirurgien qui a réalisé la première greffe de visage au monde et il est actuellement professeur émérite, ce qui veut dire qu'il est en retraite entre guillemets, mais il dirige un institut qui porte le joli nom de Faire Face, ce qui s'implique à tous les maçons et à tous les hommes. Donc il y a une figuration d'une quinzaine de jours avec Faire Face et Bernard de Vauchel. Et merci encore à Nicolas Morel-Journel et à Marie de la Chenelière. Merci. Merci. Merci Martine et Christian. Et merci à tous. Merci à tous de votre participation. Nous espérons vraiment que vous serez satisfaits de cette soirée. À très bientôt. À bientôt. À tous.